Imaginez un peu construire des temples aztèques, mais pas avec des grosses pierres, hein, plutôt avec des dominos et des gemmes colorées. C'est assez intriguant comme point de départ, non? Oui, c'est l'idée derrière le jeu dont on parle aujourd'hui, exactement. On va explorer ensemble Pyramidaux, trésors oubliés, et pour ça, on s'appuie sur les infos et l'analyse qu'on a fait dans notre récent article. C'est ça. Un jeu qui, à première vue, fait très familial, mais comme on le soulignait dans l'article, il cache une vraie profondeur tactique. C'est une relecture de Pyramido de 2023, mais version aztèque et avec des mécaniques un peu différentes. Voilà, notre but aujourd'hui, c'est de voir ensemble ce qui rend cette version si spéciale, et puis si elle fait mieux que l'original, comme notre analyse le laissait entendre. Allez, on se lance. Alors, allons-y. Le concept de base, ça ne change pas trop. On bâtit une pyramide, 4 niveaux avec des tuiles domino. Chaque étage est plus petit. 10 tuiles au début, puis 6, 3 et une seule tout en haut. C'est ça. Mais là où ça devient déjà plus stratégique, c'est la pioche. Quand c'est ton tour, tu choisis un domino et une gemme. Mais attention, pas n'importe comment. Ah oui, l'article insistait là-dessus. Il y a une histoire avec les piles de tuiles, c'est ça? Exactement. Sur les 5 piles de dominos, il n'y en a que 3 qui sont, disons, actives. Et surtout, après avoir choisi ton domino et ta gemme, c'est toi qui décides quelle pile de tuiles sera disponible pour le joueur suivant. D'accord. Donc, on peut potentiellement bloquer un peu les autres, ou du moins les orienter. C'est assez malin. Tout à fait. C'est une interaction indirecte, mais comme on le disait, ça peut avoir un vrai impact. Et ensuite, il faut placer sa tuile. L'article mettait l'accent sur l'importance des icônes gemmes sur les bords des dominos. Pourquoi c'est si crucial? Parce que quand tu poses un étage supérieur, il recouvre une partie de l'étage juste en dessous. Ah oui. Donc, une icône que tu as bien placée sur un bord, elle peut rester visible même après avoir posé l'étage suivant. Et si tu réactives cette zone plus tard, eh bien, cette icône, elle compte encore pour des points. D'accord, donc il faut anticiper un peu où on va poser les futures tuiles. Une vision à plus long terme, hein, quoi. Voilà, exactement. L'anticipation est clé pour optimiser son score sur la durée. Parlons de l'activation alors. Le moment où on marque les points. Comment ça marche avec les gemmes qu'on a ramassées? Alors, à la fin de chaque tour, on peut utiliser les gemmes qu'on a collectées. Une gemme de la bonne couleur permet d'activer une zone de cette couleur sur ta pyramide. Et ça rapporte autant de points que d'icônes visibles dans cette zone. Simple et efficace. Oui, mais attends. Ce qui est intéressant, c'est que si tu utilises 3 gemmes d'un coup pour une zone, tu doubles les points. Ah, ouais, quand même. Et il y a aussi les gemmes mythiques, les blanches. Elles sont un peu comme des jokers. 2 gemmes blanches peuvent remplacer n'importe quelle couleur pour une activation. D'accord. Et l'article soulignait un dilemme, non? Dépenser tout de suite ou économiser? C'est exactement ça. Faut-il utiliser ces gemmes pour marquer des points maintenant ou les garder en espérant faire un plus gros coup plus tard? Surtout qu'on pioche de moins en moins de gemmes au fil des tours. Ah, la fameuse gestion d'inventaire. On peut garder que 5 gemmes entre les tours, c'est ça? Notre analyse disait que c'était un point central du jeu. Absolument. Tu commences le jeu en piochant 10 gemmes au premier tour, mais au dernier tour, tu n'en pioches plus qu'une seule. Donc bien choisir quelle couleur garder, c'est vital pour marquer des points sur la fin. Ok, je vois. Et si on compare avec le premier Pyramido, celui de 2023, quelles sont les grosses différences que notre article avait relevées? Bon, déjà le thème, évidemment. On passe de l'Égypte aux Aztèques. Même si, comme on le notait, le thème reste assez léger, c'est plus un habillage, le jeu a un côté abstrait. Hmm. Ensuite, le scoring est plus souple grâce à ce système de gemmes. Mais la vraie différence, selon moi, et ce que disait l'article, c'est que les gemmes, une fois utilisées, elles sont défaussées. Contrairement au marqueur de l'original qu'on pouvait réutiliser. Voilà. Donc là, il y a une tension constante pour récupérer de nouvelles gemmes si tu veux réactiver tes zones. Et puis, il y a l'ajout de cet inventaire limité et des gemmes mythiques. Ça enrichit clairement la stratégie. Ah, et j'oubliais, il y a maintenant un mode solo. Ce qui est toujours un plus. Et l'interaction alors? Hmm. À part le choix de la pile pour le joueur suivant. Elle reste indirecte, mais elle est bien là, principalement dans la course aux gemmes. Si tu vois qu'un adversaire accumule beaucoup de gemmes bleues, par exemple, tu peux être tenté de prendre les gemmes bleues disponibles avant lui, même si elles ne t'intéressent pas directement. Une interaction subtile mais potentiellement agaçante pour les autres. Exactement. Faut garder un œil sur ce que font les voisins. Alors, au final, d'après notre analyse, à qui s'adresse ce jeu? Passion, l'interaction indirecte, ça offre assez de matière pour que des joueurs un peu plus experts y trouvent leur compte aussi. Donc un bon jeu passerelle peut-être. Oui, on pourrait dire ça. Et le mode solo est bien fait, c'est un vrai atout. Bon, pour résumer le verdict de notre article, Pyramido, trésors oubliés, est vu comme une évolution réussie, plus riche, plus tactique que le premier. Un bon équilibre entre accessibilité et stratégie, avec des choix qui sont rapides à faire mais qui ont de vraies conséquences.
C'est ça. Les points forts qu'on a identifiés, c'est vraiment ces mécaniques de scoring et le pioche qui sont astucieuses, la rejouabilité qui semble bonne, cette interaction indirecte mais plutôt maligne, et puis le mode solo, bien sûr. Et côté point faible, l'article mentionnait quoi? Peut-être un peu moins lisible à 4 joueurs quand il y a beaucoup de pyramides à surveiller. Le risque aussi pour certains joueurs de trop réfléchir, la fameuse paralysis analysis, qui peut ralentir un peu le rythme. Ah oui, le syndrome du joueur qui calcule tout pendant 10 minutes. Voilà. Et puis ce thème Aztèque qui, comme on l'a dit, reste un peu en surface, un peu plaqué. D'accord. Et d'ailleurs, cette remarque sur le thème, ça m'amène à une réflexion qui prolonge un peu notre analyse. Quand on voit un jeu comme ça, où le thème est surtout visuel, ça pose la question tout de même, qu'est-ce qui fait qu'un thème fonctionne vraiment dans un jeu de société? Est-ce que c'est juste les illustrations, le matériel, ou est-ce qu'il faut que le thème soit plus profondément intégré dans les mécaniques elles-mêmes pour qu'on ressente une vraie immersion au-delà du simple décor? C'est une piste intéressante à creuser, je trouve.